Alors oui, une des nouveautés de la trilogie au niveau des tournages, eh bien, c'est la possibilité de pouvoir partir comme ça pendant 2 semaines à 3 semaines dans un gîte, voilà, pour pouvoir avancer plus rapidement au niveau des tournages et aussi pour pouvoir grouper à la fois les autorisations de tournage. Parce qu'il faut savoir que quand on est en gîte, on est défrayé intégralement, évidemment, logé, nourri, dorloté, chouchouté, en grande partie par Mathieu qui joue donc Istos dans la série, puisque c'est lui qui nous fait la popote. Non, c'est vrai que c'est pas forcément évident de nourrir tout le monde et de combler les appétits de chacun. Donc ça nous est arrivé des fois de devoir recommander des pizzas à plusieurs reprises, notamment les sessions où on avait beaucoup de contributeurs et où fallait quand même nourrir tout le monde. Donc voilà. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans cette ambiance, un peu colonie de vacances. Voilà, on se retrouve tous ensemble le soir, on mange, on prépare la nourriture. Enfin, surtout, c'est Istos qui prépare à manger et nous, on essaie de l'été autant qu'on peut. Et puis, on a fait la raclette, une petite raclette avec la grosse compétition. Si vous voulez rentrer dans la team fromagère, il va falloir vous s'entraîner. Alors, la vie en gîte, c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on côtoie au quotidien des personnes avec qui d'habitude on passe que des bons moments. Là, y a un petit peu l'envers du décor. De temps en temps, vous voyez passer un petit man en slip, des petits trucs comme ça. Non, je plaisante en fait. Non, mais il y a des appréhensions sur la vie en communauté. C'est pas spécifique à nous, c'est en général. Et écoutez, chaque fois, ça s'est super bien passé. Il y a eu très très peu d'accros, pour pas dire quasiment pas. Chaque fois en plus, ça je le redis, quand on se retrouve en tournage délocalisé, on retrouve souvent les potes qu'on voyait plus trop à cause de la vie privée, de la vie professionnelle. Donc à chaque fois c'était un petit peu des vacances. Moi j'avais aucun scrupule à poser des jours pour venir en tournage délocalisé avec nous parce que c'était vraiment des vacances. Le soir on est avec les potes, on discute avec les potes, on se lève le matin, on va tourner. Non vraiment c'est vraiment des expériences. Je sais pas ce qu'en pense Fabien, c'est lui qui tranchera, mais qu'on refera. Je veux dire là maintenant, de bloquer 10 jours, de partir dans des beaux lieux, de partir dans des beaux endroits là où on partira en vacances avec la famille pour y tourner et passer un moment avec les potes. Moi honnêtement, ça justifie, ouais, c'est les vacances. Voilà. Moi ce que j'ai un petit peu regretté, c'est que sur tout ce qu'on a fait, je l'ai fait que 2 fois avec ma femme. J'aurais aimé le faire un peu plus souvent avec elle. Voilà. Ces tournages pour la trilogie ont été l'occasion de découvrir pour moi de nombreuses zones géographiques et que ce soit la Normandie où j'étais jamais allée, l'Alsace, pareil, Carcassonne, même chose. Non, c'est dingue en fait. Aujourd'hui, on pourrait même faire un guide du routard. Je pense que globalement, on a fait quasiment les châteaux cathares, on en a fait je sais pas combien. Lyon, pareil, j'étais jamais allée, j'avais jamais vu le fameux théâtre gréco-romain, je crois que c'est. Non, vraiment, c'est pour nous à la fois l'occasion de joindre l'utile et l'agréable quelque part, puisque on fait du tourisme de temps en temps. Les sessions de tournage, c'est sur 2 semaines, mais de temps en temps, voilà, on fait des pauses et les week-ends, on en profite surtout pour, les week-ends, quand ça s'y prête, des fois c'est des pauses entre, bref. Et donc on en profite pour aussi faire un peu du tourisme culinaire, et oui, surtout en Suisse où on a mangé de la raclette, de la fondue quasiment pendant 2 semaines. On a vraiment passé des super moments avec les tournages délocalisés où on s'est vraiment éclaté. C'était une toute autre expérience. C'était plus la même chose que rester un week-end à tourner dans le sud de temps en temps où on se retrouvait. Là, c'était carrément une vie de groupe pendant 1, 2, 3 semaines où on était tous ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, où on s'est éclaté. C'était vraiment aussi une toute autre organisation, puisque c'était beaucoup de travail en amont, beaucoup plus que précédemment, où c'était seulement on se réunit tous ce week-end pour aller tourner. Là, il fallait préparer les lieux de tournage, repérer un peu tout ça. C'est vrai que je remercie tous ceux qui m'ont aidé à ce niveau-là, toutes les personnes qui m'ont aidé à trouver des lieux de tournage. Je pense à Cyril Lamassé, Sébastien Sévran, je pense à Nico aussi, à Eric ou encore Aurore, et j'en oublie. Y en a, franchement, grâce à vous, la trilogie a eu une énorme valeur ajoutée, et ça, c'est énorme. Et aussi, il y a les contributeurs. Je pense notamment aux contributeurs à 1 000 €
qui pouvaient justement venir tourner un week-end avec nous ou 2-3 jours avec nous. Là aussi, ça a été vraiment une expérience très sympa de pouvoir partager les tournages non plus seulement entre acteurs de Noob, mais aussi avec des fans et dans un moment un peu plus privilégié qu'un tournage de masse où on fait venir beaucoup de monde. Là, c'était des tournages où ils venaient à 7-8 maximum, mais des fois beaucoup moins. Et c'était vraiment sympa aussi de pouvoir discuter avec eux, un peu échanger, voir comment ils voyaient un peu Noob. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qu'on a innové avec cette trilogie. Et franchement, c'était vraiment sympa. Action. Oh non, avec tous les PNJ qu'il y a dans ce jeu, pourquoi faut-il toujours qu'on tombe sur eux? On n'est pas là pour vous attaquer, on veut juste savoir ce qui s'est passé. Non mais ça va pas du tout que vous soyez bon là. Alors dans le film 3, il faut voir qu'on a déjà beaucoup continué les délocalisations, avec notamment l'Alsace-Lorraine. On a aussi un petit peu tourné en Normandie, on a tourné en Savoie, dans la région lyonnaise, tout ça, dans les alentours, même en Suisse. C'était le premier tournage international de Noob. Et c'est vrai que ça, c'était assez sympa de pouvoir encore découvrir un peu la France, parcourir un peu tous les territoires pour tous ces tournages, notamment la Suisse et les tournages en Savoie qui se sont très bien passés, en dehors du fait qu'on a eu quelques soucis avec des lieux de tournage qui, hélas, nous ont été refusés un peu au dernier moment, mais heureusement on a trouvé des substituts, des lieux pour remplacer, donc on s'en est plutôt bien sorti. Sur le film 3, je pense qu'on a eu un modèle de réactivité. Sur le film 3, en fait, on avait un lieu qui était le château de Gruyère, qui était magnifique. Hein. Bon, moi, j'ai vu que des visuels, j'ai pas fait de la reconnaissance comme Istos, mais franchement, c'était absolument génial. Et grosse déception, parce qu'en plus, à ce qui paraît, il y avait du méchant fromage et de la bonne crème et tout là-bas. On n'a pas pu y aller. Le tournage a été annulé. Et en l'espace de 24 heures, il y a Istos et des camarades de la Suisse qui ont dû trouver un lieu de substitution. On a eu le Château de l'Aigle qui est venu à la rescousse grâce à nos amis suisses en fait qui sont venus sur le tournage et qui connaissaient les propriétaires du Château de l'Aigle, et donc on a pu tourner là, donc on a été sauvés. Donc franchement... ce groupe, il s'est souvent illustré par sa réactivité, par son système D. Là, je pense qu'on a tutoyé l'excellence. Alors, voici le making-of du making-of. Et vous avez notamment Istos en train de faire semblant de parler à quelqu'un pour justement le making-of. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait là? Être un membre à part entière de l'équipe Noob, puisque maintenant il joue le rôle de Josh Dead, il est très impliqué dans l'équipe aussi, il participe au... Mais il ne parle à personne. Et oui, la solitude d'un homme. Alors parmi les tournages insolites, on a eu le Mont-Saint-Michel où c'était quand même pas évident puisqu'il a fallu se lever très tôt en pleine période de tournage, c'est-à-dire une période où la jauge de fatigue elle est dans le rouge, et là pouf, on a un tournage où il faut se lever tôt, il y avait beaucoup de routes pour arriver jusqu'au lieu. Ensuite le Mont-Saint-Michel, vous connaissez, hein, c'est tout un cinéma pour arriver jusqu'au mont, hein, puisque selon comment est la marée, c'est entièrement entouré par la mer, donc c'est pas facile. Donc il a fallu aller jusque là, certains à pied, d'autres en voiture, en camionnette. On était limité par le temps, justement par rapport à la marée, parce qu'on n'avait pas très envie que le fourgon se fasse engloutir, ou alors on n'avait pas envie non plus de finir emprisonné par la mer et devoir dormir sur le Mont Saint-Michel. Ensuite, une fois sur place, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la possibilité de tourner où on voulait, c'est-à-dire qu'on avait l'autorisation de tourner au Mont Saint-Michel, ok, mais on n'a pas le droit de barrer de route ou d'espace ou de lieux comme ça. Et en plus, le coin qu'on voulait justement avoir était bloqué par les militaires justement par rapport à l'exercice. Donc il a fallu improviser une sorte de petit ruban pour empêcher les gens d'aller dans un petit morceau de rue qui ne gênait personne. En fait, c'était un renfoncement dans un virage. Donc les gens s'arrêtaient, discutaient, donc c'était compliqué d'avoir une prise son correcte. Sachant qu'en plus, la plus grande partie de la scène, on aurait pu la tourner n'importe où et pas au Mont-Saint-Michel, on aurait tourné dans les meilleures conditions, puisqu'au final on a juste un mur derrière. Alors heureusement j'ai réussi à faire quelques raccords avec le haut du mont là, ce qui est super représentatif, l'édifice là tout pointu qui est super sympa. Donc j'ai réussi à faire des raccords, ce qui montre bien qu'on est au Mont-Saint-Michel, mais voilà, c'était quand même pas évident. Sachant qu'à un moment donné la pluie et le vent s'en sont mêlés, donc on ne savait pas si on allait réussir à finir cette scène, mais comme on avait les guests joueurs du grenier et Bob Lennon sur place, et du coup il a fallu
terminer parce que sinon on les avait pas le lendemain et dans ce cas-là il suffisait on jetait les rushs quoi, hein, ça servait plus à rien, on n'avait pas de faim donc c'était pas possible. On n'aurait pas eu le Mont-Saint-Michel une deuxième fois donc voilà, c'était assez tendu en termes de temps, donc il y avait la pluie et tout ça, on se dit c'est pas grave, on tourne et tout ça, mais le matos prenait cher et compagnie. Et à un moment donné on a une voiture qui arrive, qui accélère même de manière un peu agressive, genre elle va nous écraser, donc genre je roule un peu des mécaniques et un gars sort, coupe le ruban et dit allez jouer ailleurs et tout, enfin super énervé. On leur dit mais attendez, on a une autorisation pour tourner ici de la part du maire. Le mec fait j'en ai rien à foutre, je veux pas voir ça, ça m'intéresse même pas, c'est moi le boss ici, vous barrez. Bon bah résultat évidemment comme on est des gens très très civilisés et très bien et qui respectons l'autorité, et ben on a continué à tourner. Et on a fini notre scène. Et au moment où on a fini la scène, où Fabien il a dit coupez, c'est bon, tout est en boîte, qui est-ce qui revient en voiture ? Notre copain. Et c'était marrant parce qu'en fait il est arrivé, il a fait ouais désolé les mecs, j'ai un peu abusé. Et donc il s'est excusé, il a dit voilà par rapport aux exercices et tout ça, aux militaires et compagnie, c'était compliqué, il était un peu tendu, il a dû aller voir le préfet etc. Donc voilà, ça allait mieux, de toute façon on avait fini nos rushs, donc on a pu discuter et tout allait mieux. À la fin la pression est redescendue, on est rentré au gîte sur Fécamp avec le sentiment du devoir accompli, donc voilà on était très contents. S'agissant des anecdotes de tournage, il y en a une qui revient à mon esprit. C'est la fois où j'étais avec Mathieu dans l'utilitaire. On rentrait en fait de tournage et donc moi j'étais complètement tuméfiée avec du faux sang partout, un œil au beurre noir. Enfin vraiment Marjorie la maquilleuse, elle avait vraiment mis le paquet. Et Mathieu, donc c'était lui qui était au volant et on s'est fait arrêter par la gendarmerie locale et ils ont fait ils ont fait descendre Mathieu du véhicule, ils lui ont fait souffler dans le ballon parce qu'il avait, c'est vrai qu'il a une fragilité au niveau des yeux et il a les yeux qui, quand il est un peu fatigué, ça rougit très vite et on a vraiment l'impression qu'il carbure à je sais pas quoi. Donc résultat en fait le mec il a posé le gendarme, il a dit même pas bonjour, est-ce que vous allez bien? C'était direct bonjour, de quand date votre dernière prise de stupéfiants? Alors on s'est regardé avec Mathieu, on commence un peu à sourire parce que s'il y a bien deux personnes qui ont jamais fumé dans leur vie, c'est bien Mathieu et moi. Et donc je commence à rigoler, je fais mais jamais. Et là il repose la question, de quand date votre dernière prise de stupéfiants? Et il rigolait pas le mec. Et là on commence à être gêné, on fait bon ok d'accord, donc le mec il rigole vraiment pas. Donc on répond encore une fois non mais on fume pas et donc jamais. Et là le mec il nous croit pas. Il fait descendre Mathieu du véhicule, il lui fait souffler dans le ballon, il lui fait faire tous les tests d'équilibre possibles. Moi je reste là dans la voiture, je dis je rêve ou quoi. Donc on a eu le droit donc à un interrogatoire, à savoir qu'est-ce qu'on faisait là. Alors on explique ça, c'est pour un tournage et tout. D'ailleurs on a des costumes et tout, plein le coffre. Donc vous inquiétez pas, on a des épées et tout. C'est pas en plus on n'a pas que en latex, donc on n'est pas des dangereux. Je sais pas, criminel ou autre. Donc c'était voilà, donc ça c'était assez amusant, mais le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment le gendarme m'a demandé si j'allais bien. Alors que j'avais du faux sang partout, que j'avais le visage mais dévasté quoi. Le mec rien quoi. Et là j'ai fait non mais je rêve, c'est quoi ce pays? Alors ce qui m'a marqué, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Je sais qu'il y a une scène qu'on a tournée en Suisse, ou une scène de bataille. C'est le jour où on a tourné sur le pont qui se trouve en Savoie, c'est pas vraiment en Suisse, c'est en Savoie, c'est la scène où il y a Ten Sherlock et Judge Dredd qui règlent leur compte. C'est un moment où aussi on a tourné en parallèle des scènes de bataille et notre grand désarroi il pleuvait et moi au tout début j'étais content parce que je me suis dit enfin je vais tourner une scène badass sous la pluie et tout, je m'imaginais tel les Spartiates avec les cheveux mouillés etc. Je me suis dit ça va être trop classe, ça va super bien rendre et en fait je sais pas si ça rend bien mais en tout cas c'était extrêmement fatigant, c'était horrible à tourner parce que dès que tu tombes t'as les mains dans la boue, c'est horrible, faut te refaire, il y a plein de faux raccords après dans les pantalons, les armures etc. parce que t'es tout sale, tu rentres, t'es trempé, t'as le rhume, enfin c'est voilà, ça c'est une première anecdote qui était qui était un petit peu désenchanteresse. Et la deuxième, je me souviens de la fois où on a tourné sous la neige pour le film 3, où c'est malheureusement pour moi le jour où j'ai été à la perche. Et malheureusement, je rajoute encore pour moi, c'était un jour où il y avait des tests d'hélicoptères tout autour de nous.
Et c'était horrible, ça faisait un bruit monstrueux et on devait faire des pauses de peut-être 10 à 15 minutes à chaque fois entre chaque prise. Et moi j'avais les pieds dans la neige, je suis tombé malade juste après ça et voilà, j'étais très triste. Et on a aussi eu un tournage avec des hélicoptères lorsque on a tourné la scène à la plaine de Joux. Non, ne rigole pas. On a tourné donc cette scène à la plaine de Joux pour le combat entre Fantôme versus la source du chaos, Saralzar. Et donc on était en plein dans la neige, donc c'était une scène déjà qui était un petit peu délicate pour Lys puisqu'elle n'est pas très vêtue comme vous pouvez le voir. Et donc cette scène-là, il fallait qu'on essaye de la faire la plus rapidement possible parce qu'elle commençait à devenir bleue, mais pour de vrai. Voilà, il n'y avait pas que son maquillage qui était bleu, il y avait sa peau, elle était en train de mourir de froid et donc il fallait aller vite tout simplement et encore manque de peau, on s'est retrouvé avec des essais de pompiers et donc à chaque fois il a fallu attendre que les pompiers finissent de faire leur tour et que ça se calme pour pouvoir tourner quoi. Donc moi ça va, j'ai pas été trop embêtée pour ce tournage là puisque moi en fait en parallèle des tournages du troisième film j'en ai profité pour tourner des plans pour mon rap battle Tenchi-Rock versus Judge Dead et donc évidemment tout était tourné sans la prise son donc pour moi ça n'a pas été trop problématique mais c'est vrai que là Fabien il a dû un peu péter un câble je pense. Chez Évidemment, on a fini par se faire tes batailles te poule te neige, comme te crosse sale, comme tes traîtres, les uns contre les autres. On a empiré la situation, mais c'était très marrant. C'est comme le tournage le film 1 sur le bateau. C'était horrible, mais bon, on s'est bien marré. Alors, à le refaire, on le referait tout simplement. Bon, là je suis en train de subir une attaque armée. Oh putain. On se calme, Chistos, on se calme. Oh putain. Ah mon Dieu, il faut que je cours. Je cours. Alors, autre tournage assez insolite, c'est celui qu'on a fait à Cidre et Dragon. C'est un tournage un peu hybride puisqu'on a tourné du Noob Rush qui se passe après Noob et on a aussi tourné des scènes de masse qui sont dans le film 3 de Noob tout court, donc dans la saison 8. Et donc voilà, tournage très sympa mais assez extrême lui aussi puisqu'il y avait le vent. Il faisait très froid, il pleuvait très fort, ça veut dire que le matos était quand même pas mal en péril, mais grâce au parapluie, grâce à tout ça, on a pu le protéger et on a réussi à faire les scènes parce qu'on avait quand même à peu près, je crois que c'était 350 personnes, entre 350 et 500, je sais plus, qui sont venus, mais on a un décompte exact, et donc ils sont venus tourner et c'est vrai que ça s'est passé dans la bonne humeur, on a eu même des gens qui se sont rajoutés entre temps, qui étaient des espèces de c'était une troupe de représentation viking en fait qui se battait à armes réelles, donc on les a mis au premier rang, c'était assez impressionnant de les voir. Donc voilà, on a pu faire justement un tournage assez sympa, il y avait du sable, du vent, il y avait des kitesurf au fond, donc c'était assez compliqué à filmer. Mais on a réussi, on est super content et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les gens qui sont venus ce jour-là et qui ont eu froid et qui étaient en armure ou très peu vêtus et voilà, tout le monde a joué le jeu dans la bonne humeur, c'était assez rigolo. Et à cette occasion, il y a Vincent Zafra qui est venu, Vincent Zafra qu'on a rencontré à l'occasion du Grand Rex puisqu'il faisait partie de l'équipe qui prenait des photos de la représentation et qui depuis vient régulièrement sur les tournages. Donc il est venu nous aider justement à Cidre et Dragon pour ces plans et j'en profite justement pour rappeler qu'il est aussi venu nous aider sur le combat, la première journée du combat de Gaïa Omegazelle dans le film 2 et ensuite sur les tournages qu'on a fait dans le sud parce que dans le sud on a en 2 week-ends on a fait quasiment venir toute l'équipe de Noob depuis les premières saisons. Donc on a pu revoir Batos, Valentin, Declan, Amaras, pas mal de monde, même ceux qui ont été occupés pendant pas mal de temps. Et du coup, ce qui était amusant, mis à part se remettre en costume et revoir tout le monde, etc., c'est que c'était une scène d'action avec des gens que je vois évoluer depuis les débuts de la saison 2, donc pour certains, et dont j'ai pas eu l'opportunité de tourner avec ou très rarement. Donc pour le coup... ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment ça, la possibilité de tourner avec toute mon équipe, à savoir toute la guilde Roxor au complet, et pouvoir s'unir, entre guillemets, pour notre objectif.
Alors dans le film 3, je pense que et mes camarades seront à peu près tous d'accord avec moi, il y a quand même le combat contre Arthéon, c'est un petit peu le feu d'artifice, je vais même dire le feu d'artifice de la trilogie, c'est un petit peu le groupe qui se reconstitue, parce qu'en fait, dans la trilogie, ce qui est un petit peu marquant par rapport à la web-série, c'est que les 4 sont jamais ensemble. Donc de les revoir à la fin, mais contre, moi je trouve que c'est pas un truc super original, ça c'est déjà vu, mais c'est efficace, ça marche, et moi j'aime beaucoup. On a fait les choses bien. On a profité un petit peu de l'expérience qu'on avait acquise dans le combat entre Gaïa et Omegazelle, c'est-à-dire on se prend 2-3 jours de tournage pour faire les choses bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui va permettre de donner un petit peu de qualité au combat, de varier les lieux, de varier les chorégraphies. Quand on est 4, quand même, c'est difficile. Honnêtement, de coordonner 4 personnes, en plus les armes ont vraiment pas facilité les choses, donc, mais ça restait quand même du pur plaisir. Et puis voilà, de retourner avec des personnes avec qui on tourne depuis 8 ans, c'est génial. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, la réunion des 4 acteurs principaux. Et là, en plus, c'est une scène qui se veut émouvante et épique. Donc, c'était vraiment une scène que j'attendais vraiment de pouvoir tourner. On a eu la chance en plus d'avoir accès à un fort qui était vraiment magnifique, encore une fois. Donc, au niveau du lieu de tournage, c'était top. Et puis, je suis contente parce que on a nos armes légendaires et ça quelque part visuellement ça jette, même si c'était pas forcément évident de combattre avec, parce que il faut dire que les concepteurs doivent penser tout simplement en fait que ce soit solide, que ce soit facile, où ils se disent que un bouclier comme ça c'est forcément un homme qui va le porter. Bon, en gros je me suis fait les bras pendant tout le film 3 avec ce bouclier, à la fin j'avais même des crampes, mais bon, visuellement ça en jette, et en plus ça donnait d'autres possibilités pour les combats, puisque comme on n'est pas des experts en arts martiaux, oui je sais, vous pensiez, mais non, désolé, j'ai fait du Kwenkido dans mon enfance, mais non, en fait pas du tout. Et donc le truc c'est que comme on n'a pas l'habitude de combattre, on n'a pas forcément non plus une imagination limitée pour les passes d'armes, pour les pouvoirs, donc le fait de pouvoir changer tout simplement un petit peu la donne en ayant d'autres armes, un autre équipement, et ça permet justement d'autres possibilités et de pouvoir penser à des chorégraphies un petit peu différentes. Donc ça là-dessus, je trouve que c'était pas mal. Là, ça y est, les noobs se retrouvent une dernière fois. Ils s'affrontent. Et donc là, il a fallu quand même un petit peu d'émotion, il a fallu essayer de travailler un petit peu ça. Donc j'ai essayé de bosser ça à l'écriture, on a des super thèmes musicaux une fois encore, et les acteurs ont essayé de donner tout ce qu'ils avaient à l'instant T, par rapport au temps qu'on avait, au décor qu'on avait, etc. Et donc voilà, ça y est, c'est la conclusion. Il y avait quelque chose dans ces retrouvailles d'assez fort, parce que je sais pas, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas réussi à rassembler les 4 noobs comme au bon vieux temps en fait. On va essayer un petit peu dans Noob Rush de le faire une fois ou deux, mais voilà, Noob Rush c'est plus l'histoire des 4 noobs, c'est fini ça. Et c'est vrai que nos vies font que ça a été compliqué de rassembler les 4 noobs comme on voulait, parce que entre les déménagements, entre certains qui sont devenus parents, qui avaient un peu moins de temps, entre l'histoire qui les avait séparés, donc c'était difficile de recréer un contexte pour les revoir tous ensemble. C'était quand même assez prenant ces quelques jours là où nous avions Arthéon, Gaïa, Sparadra et Omegazelle tous ensemble. Et c'est vrai que cette conclusion dans laquelle il n'y a aucune parole et où on voit Arthéon niveau 1 revenir, et voilà, en gros Sparadra qui court et qui va se jeter dans ses bras, et on comprend que ça y est, Arthéon n'est plus Arthéon de Phargos, il est redevenu un joueur. Là on était vraiment sur un paysage qui était complètement différent, une ambiance différente, et je trouvais que justement ça donnait cette dimension un petit peu tragique, épique, gothique que peut avoir un petit peu ce côté on va dire un petit peu allemand, voilà, les grosses forteresses, etc., les grosses forêts sombres. Ça avait cette dimension finalement que je trouve qui sied bien et qui colle beaucoup à ce que je me fais de l'image de la fantasy, notamment du MMO, de la fantasy, de la dark fantasy. Comme je le citais, voilà, moi j'ai pour référent Warhammer que j'aime beaucoup, c'est un univers que j'adore. Le style Warhammer, Warcraft, tout ça, donc qui se veut plus proche de la fantasy comme on la connaît dans les films. Je trouvais ça sympa parce que justement on avait des décors qui, je trouve,
collait plus à l'ambiance d'un MMO. Après voilà, je veux dire, c'est pas non plus ce qui m'a marqué le plus, mais effectivement rien que ça, je trouvais que cette immersion en tant qu'acteur, être dans des corps comme ça, des forteresses comme ça avait un côté vraiment plaisant qui permettait d'avoir vraiment une cassure qui montrait bien justement la cassure entre la série comme on la connaît et les films qui se veulent quand même d'une ambition supérieure et beaucoup plus épique. À mes yeux, c'est une conclusion tout à fait, on va dire, valable, qui peut justifier que les 4 héros ne soient plus au centre de l'histoire à l'avenir. Ils sont là, ils sont présents, ils ont une place très importante, mais ce ne sont plus forcément les seuls héros. Il y aura d'autres personnages, parfois il y aura des épisodes où ils ne sont pas présents, il y aura de nouveaux profils qui seront mis en avant. Après, il n'y a pas de raison. À l'époque, personne ne connaissait Fred par rapport à Sparadra. Effectivement, Arthéon, Omeghazel et Gaïa existaient déjà dans Lost Levels, donc il y a peut-être une petite sympathie et une habitude. Mais par exemple, Ivy aussi était présent dans Lost Levels, c'est un mauvais exemple. Donc on va dire Quet et Sparadra par exemple étaient des personnages qui n'existaient pas avant dans Lost Levels, dans l'ancêtre de Noob. Ce sont des... Il n'y a pas de raison que dans le futur, il n'y ait pas de nouveaux personnages qui prennent une place aussi importante qu'un Sparadra au début de Noob, qu'une Quet au début de Noob, que Golgotha au début de Noob. Voilà, vous aurez de nouveaux profils de héros comme ça dans Noob Rush qui vont prendre une place très importante et peut-être même au moins autant que les héros de Noob. Donc l'avenir nous le dira, mais j'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de tourner avec de nouveaux visages et de voir qui va rempiler, qui sera partant. Une bonne alchimie, c'est tourner avec de nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe et les piliers qui sont toujours là. Écoutez, c'est incroyable, nous sommes actuellement le 22 septembre si je ne m'abuse. J'ai quitté Marseille il y a 2 jours, j'étais en short, il faisait 27 degrés. Et là, il faut 27 degrés on est en hiver ici. Mais on est où là? Je sais pas, j'ai pas de réseau, il y a des vaches, il y a Istos en train de brouter de l'herbe, je ne comprends plus rien. Je suis désemparé, figurez-vous que je suis vraiment désemparé. Je comprends, je suis décontenancé même. Il y a même du sureau derrière toi. C'est bel et bien. Alors sur la trilogie, petit à petit, des membres de l'équipe de Noob se sont formés, ont évolué et ont progressé et prennent une place de plus en plus importante dans l'effectif, donc soit technique, soit de réalisation, etc. Et donc parmi tous ces gens, il y a Lucas Robert, qui donc a énormément progressé, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé dès le début à l'arrivée du nouveau matériel. Il a essayé de comprendre comment ça marche, il a essayé de comprendre comment tous les rouages de ce matériel qu'on avait du mal à maîtriser. Donc j'étais assez content puisque je n'étais pas seul à faire face à ce défi technologique. Et donc j'ai eu mon fidèle Padawan qui pendant quasiment tous les films a assuré la caméra 2. Les rares fois où c'était pas lui, c'était un petit peu Gaïa et un petit peu Istos, mais voilà, il a vraiment énormément aidé. Et donc, pareil, le tournage dans le sud où on a fait venir tout le monde, il a carrément assuré des scènes aussi de son côté. Je lui ai fait de plus en plus confiance. Je sais que ses plans seront bons. Par exemple, il a filmé le combat Fantôme versus Saralzar. Il était en caméra 1. Donc ce jour-là, on avait 3 caméramens. On avait Istos, on avait Lucas et on avait Fanat qui avait l'appareil photo pour avoir des plans supplémentaires. Et c'est vrai que voilà, le fait d'avoir ces cadreurs qui donc se sont formés depuis longtemps fait que je peux davantage apparaître à l'écran. Et donc j'ai pu terminer l'intrigue de Fantôme qui était un petit peu mis en retrait dans les films précédents parce que j'avais pas trop la possibilité de le mettre en scène puisque nouveau matos, etc. Il valait mieux que je sois derrière la caméra que devant. Mais donc là, voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai pu terminer l'intrigue avec Fantôme qui donc comme vous le savez qui reçoit les bénédictions des sources, qui va se battre, etc. Comme beaucoup dans l'équipe, quand on ne tourne pas et qu'on est sur place, on essaye de se rendre utile à maximum. Alors ça peut être donc moi en général c'est plutôt prendre la perche et la tenir et donc prendre le son. Il y en a ça peut être les réflecteurs, il y en a d'autres c'est un peu plus logistique, il y en a ça va être prendre une caméra making of, essayer de prendre le maximum d'images, de nos petits délires. C'est le plus difficile, c'est d'avoir la caméra au moment où il va avoir une connerie. Et ça, on peut pas anticiper. Voilà, on reste des amateurs, on reste sur l'artisanal et on revient, on continue comme avant, quoi. Simplement, on tourne sur tous les postes pour être un maximum parce que tant qu'à faire être là, autant participer et pas rester sur le côté à discuter dans son coin et rien faire.
Et c'est toujours un plaisir, voilà, d'être sur le tournage, et même si on n'est pas devant la caméra, derrière et pouvoir arrêter. Alors sur ce film 3, une fois encore, on a notre maquilleuse FX, Marjorie Chantre, qui est intervenue à plusieurs reprises, ne serait-ce que pour mettre le fond de teint, la base fond de teint pour pas qu'on brille trop, qui nous a aidé aussi parce qu'elle a aussi un boulot d'assistant réalisatrice quand elle est sur place. Elle est géniale pour motiver les troupes. Pour dire les choses aussi quand il faut leur dire, c'est-à-dire les gars, il reste pas beaucoup de temps, on y va, etc. Elle a vraiment une énergie, elle bouge vraiment tout le monde. C'est un véritable soutien. Elle a ça en commun avec Gaïa, c'est-à-dire que quand il faut bouger tout le monde, vous mettez les deux là et ça file droit. Hein. Ça c'est un soutien assez sympa. Et à côté de ça, Marjorie, elle a encore fait un super maquillage, cette fois-ci avec Howard de l'Atelier Fantastique. Howard qui a conçu les costumes, les armures de Fantôme, la nouvelle, Saralzar, Sparadra, voilà, ça vous permet de resituer son travail, et qui joue le rôle de Saralzar, la source du chaos. Et donc là, il a une transformation dans ce film, et donc il a des cornes cette fois-ci, il a des cheveux longs assez impressionnants, il a un visage de créature humanoïde, ce qui est assez impressionnante. Il a vraiment, voilà, tous les muscles du visage bougent. Et là pour le coup j'ai pu le voir de près puisque je l'affronte, et ça a été un véritable plaisir d'avoir un boss de fin voilà, qui se transforme. Ça me fait penser un petit peu à Freezer et ses transformations, Cell et ses transformations. Enfin voilà, dans la culture japonaise il y a souvent cette notion de je me transforme, je suis le méchant et j'ai une transformation encore plus puissante. Et dans le background, Saralzar, ça reste quand même à la base un olydrien, donc un humain en quelque sorte, qui est tellement allé loin dans la magie interdite qu'il en est devenu lui-même une source. Et il était logique qu'à la fin, qu'en bout de course, il en perde son humanité un peu à la Voldemort et qu'il a un visage différent. Et donc on a pu le faire, effectivement, grâce à Marjorie. Et voilà, j'en suis très très content. C'est un boss de fin plutôt sympa. Alors PA, tu es en noob dégueu ? Je ne vois pas de qui vous parlez, madame. Un peu de ferrite? C'est de la ferrite, c'est pas cher. Alors, s'agissant des guests dans Noob Film 3, on a eu entre autres l'arrivée de Joueurs du Grenier, une nouvelle fois, donc Fred et Seb, et donc Bob Lennon. Et ils sont revenus, ils nous ont fait l'amitié de revenir dans cette trilogie Noob une deuxième fois. Mais j'ai souhaité apporter un contexte un petit peu différent. Là, dans le film 3, c'est plutôt un caméo. C'est plutôt un caméo puisque cette fois-ci j'ai tenu à les faire intervenir en personnages qu'ils incarnent dans leur propre licence à eux, c'est-à-dire le pyro-barbare pour Bob Lennon, c'est-à-dire l'enfant de Juron pour Fred Grenier, et donc le vieux maître, le vieux sage donc pour Seb Grenier. Donc c'était rigolo puisque en termes d'histoire, moi je leur ai fait le scénario, et puis ensuite comme je me sentais pas de faire parler des personnages qui ne m'appartenaient pas, je leur ai proposé par rapport à la flexibilité qui était possible pour chaque séquence, de faire parler eux-mêmes leurs personnages. Donc je leur ai envoyé le script, ils me l'ont renvoyé, on a affiné, etc. Et donc voilà, les phrases qu'ils disent sont écrites par eux. Donc voilà, c'est rigolo de cette écriture à deux mains. C'était une scène assez courte. Ces gens-là, on les a rencontrés en festival, on a sympathisé, et grâce à ça, ils ont pu venir tourner avec nous. Je pense aussi à Unster qu'on a rencontré à un TGS comme ça, et qui aujourd'hui a participé à Noob, et pas que, puisque dans les blogs de Gaïa aussi j'ai fait intervenir Bob Lennon, Seb et Fred, et même Marcus aussi dans l'un des derniers blogs de Gaïa. Et donc là, voilà, Unster est venu avec nous. C'était le tournage en Suisse, ou sur la frontière suisse, enfin voilà, en Savoie et en Suisse. Et donc voilà, il est venu, il a eu pas mal de textes, il s'en est très très bien sorti. Il incarne un membre de la Guilde de Justice, parce qu'évidemment, on connaît le roster 1 de la Guilde de Justice, mais c'est censé être une guilde avec des centaines de joueurs. Donc c'est toujours sympa d'avoir de nouvelles têtes. Et donc voilà, Unster est intervenu là-dedans. Et je suis assez content parce que ça s'est très bien passé, que ce soit en dehors de la caméra, puisqu'il est quand même resté au gîte, dormir avec nous, etc. Et ouais, non, franchement, on déconne bien avec Unster. C'est vraiment un pote qu'on croise depuis longtemps, et moi que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir avant la fin de Noob d'avoir enfin Unster parmi nous. Et puis on a eu aussi Reflet d'Acide. Alors est-ce que ce sont encore des guests? Oui, parce que l'identité Reflet d'Acide est forte, et que loin de nous l'envie de créer tout amalgame. Mais
d'un autre côté, ce sont des amis qu'on fréquente depuis longtemps. JB10 et Ruby sont des personnages parfaitement intégrés à Noob, donc ils ont la double casquette. C'est à la fois des guests et à la fois des membres de l'équipe à part entière. Mais voilà, on les a eus pas très longtemps parce qu'évidemment, c'était pas facile. Ils habitent à Biarritz et en termes de tournage, on n'a pas trouvé de moment où on arrivait à savoir. Et puis jusqu'au moment où ils sont descendus à Toulon pour la Tour Royale. En fait, on a fait le deuxième petit festival Noob à la Tour Royale. Et donc, ils sont venus, on a pu faire quelques plans avec eux. Et voilà, je suis content, on a pu les avoir aussi dans le film 3. Et on les a dans tous les films de la trilogie. Oui, depuis la saison 5, dans chaque saison de Noob, nous avons JB10 et Ruby. Donc voilà, s'agissant de ces deux-là. Et puis nous avons eu aussi... alors... Très rapidement, on a eu Frank Segara aussi, qui était là pour la scène avec Cetardius au marché couvert, donc le bazar hasardeux. Donc on a Frank Segara de la Flanders Company, et on a aussi Laurent Charrier, donc qui fait Gladys dans Flanders Company, dans une des scènes de fin avec Gaïa, quand elle va traquer et corriger les Villénor, Cruellor et Spectro Skeleto Warrior, qui sont là, coalition, destitution dans le film 2. Donc voilà, en termes de guests, on a fait le tour. Donc au final, dans cette trilogie, on a eu pas mal de monde, hein, si on prend un petit peu de recul. Et voilà, on est super content d'avoir croisé tous ces gens-là, puisque c'est toujours enrichissant d'avoir d'autres créatifs dans notre univers. Ça permet aussi d'ouvrir un peu, d'étendre nos horizons et de voir d'autres façons de travailler, de voir d'autres approches, d'échanger des anecdotes et puis de passer des moments sympas avec des gens qu'on croise en festival, mais avec qui on n'a pas forcément le temps de discuter plus que ça. Donc là, du coup, le contexte est assez sympathique sur les tournages. Nous avons failli perdre Pouki. Fabien l'a jetée délibérément sur le toit. Il a fallu une expédition pour la récupérer, mais elle est là, elle est en bonne santé. Ses jours ne sont plus en danger. Merci. Alors concernant le film 3, il y a quelque chose qui est particulier pour Barthélemius et Nostarias, c'est que malgré tout on est les donneurs de quêtes, et les quêtes importantes on les donne dans le film 2. Donc c'est vrai que le film 3, ça nous a donné l'occasion, on va dire, de moins jouer nos mains, si je peux utiliser le terme MMO, et de jouer plutôt nos rerolls, à savoir les horribles que vous avez vus en ouverture du film 2 et que vous allez retrouver dans le 3. Moi j'ai trouvé ça super fun à faire parce que c'est des persos complètement différents. Pour ce qui est de Nostaria, on me demande toujours d'être un petit peu précieuse, méchante, dédain. Et tout d'un coup, avec Cruellor, là c'est juste brutalement mauvais. Je crois pas qu'on puisse dire ça autrement. On a commencé à imaginer avec Florence qui joue Cruellor et Eric qui joue Spectro Skeleto Warrior, quel pourrait être leur background, parce que pour une fois en fait ce qui me change c'est de jouer un personnage qui est un joueur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière l'écran. C'est-à-dire que ce mec-là est un malade, mais en plus il existe vraiment. Il y a vraiment quelqu'un qui joue ce personnage. Donc on sait pas, on s'est dit, on a commencé à imaginer, et si Cruellor c'était la mère de deux garçons de Spectro Skeleto Warrior et Villénor, et ces deux gamins, ces deux ados totalement pourris, de toute façon il y en a marre, maman tu ne laisses pas jouer, et voilà, c'est deux frères qui jouent ensemble et il y a leur mère qui les coach, c'est pour ça qu'elle crie dessus tout le temps. Donc c'est juste un délire qu'on a eu entre nous, c'est pas gagné que ce soit ça, hein. Ça c'est Fabien qui a toute l'attitude pour créer les persos, mais ou peut-être dans le blog de Gaïa, qui sait si Anne-Laure s'en empare. Et on avait tellement adoré ce trio complètement improvisé qu'on avait vraiment envie de le refaire dans le film 3. Et Fabien aussi visiblement, puisqu'il nous a réussi à nous caser une petite scène avec eux qui je pense sera aussi bonne que celle du film 2. C'est vraiment la scène que j'attendais le plus du film 3 et je regrette pas quand je me souviens du tournage. J'ai hâte de voir le résultat.